Les mains d'un sénateur romain savent peser, elles savent compter les voix, jauger les humeurs, sentir la température d'une salle avant même que le premier mot ne tombe. Elles savent aussi, depuis des générations, tenir la toge avec cette économie de gestes qui dit la maîtrise de soi. Publius Licinius Valerianus a ces mains-là. Des mains faites pour les anneaux d'or, pour les tablettes de cire, pour les sceaux, pour les serments prononcés sans trembler. Et pourtant, au milieu du IIIe siècle, même les mains les plus sûres se mettent à chercher un appui. Rome n'est plus un rocher. Elle est une coque qui craque. On l'entend la nuit, dans les couloirs des palais et dans les casernes, dans les entrepôts où l'on compte des sacs de blé qui n'arrivent pas, dans les ateliers monétaires où l'argent se dilue et où les pièces sonnent faux. L'air lui-même semble différent, plus lourd, plus âcre, chargé de fumée et de rumeurs. Les frontières ne sont plus des lignes lointaines sur une carte, elles sont des plaies ouvertes qui saignent en même temps. Au nord, le Rhin et le Danube, ces vieux fleuves frontières, voient passer des bandes armées, des coalitions nouvelles, des noms qui changent vite mais des incendies qui se ressemblent. À l'est, un empire perse rajeuni, nerveux, ambitieux, celui des Sassanides, a remplacé les Parthes et parle un langage de conquête, plus direct, plus brutal, plus royal. Et au centre, à Rome, l'autorité se fragmente comme une monnaie trop rognée. Valérien n'est pas un aventurier sorti de la poussière des camps. Il vient de l'ordre sénatorial, de cette aristocratie qui se pense encore comme la colonne vertébrale de l'État, même quand l'État se met à marcher avec des béquilles militaires. Son monde est celui des dignités, des magistratures, des préséances, des alliances familiales, des lettres envoyées avec soin, des audiences où l'on écoute autant les silences que les phrases. Il a l'âge de ces hommes qui ont vu passer plusieurs règnes et qui ont appris à survivre à la vitesse des changements en s'accrochant à ce qui ressemble à une règle. Mais quelle règle reste quand l'Empire vit en apnée? Depuis la mort de Sévère Alexandre, en 235, la mécanique s'est emballée. Les empereurs se succèdent, souvent portés par une armée, souvent renversés par une autre. Les proclamations se font au bord d'un fleuve, dans une plaine, sur un rempart, parfois dans une ville de province où l'on improvise. Une cérémonie avec ce qu'on a. Un manteau pourpre arraché à un officier, une couronne de fortune, des acclamations qui sonnent comme un ordre. La légitimité, autrefois patiemment construite, se met à ressembler à une étincelle. Elle jaillit, elle brûle, elle s'éteint. Dans ce chaos, un sénateur expérimenté devient précieux, pas parce qu'il est plus fort à l'épée, parce qu'il donne l'illusion d'un retour à la normalité. Un homme comme Valérien, avec son nom, ses réseaux, sa gravitas, peut servir de pont entre deux mondes, celui des institutions anciennes et celui des camps qui décident. Il a déjà servi l'État à haut niveau. Il a été assez proche du pouvoir pour en connaître les pièges, assez loin pour ne pas être immédiatement associé à une faction unique. Il a l'allure d'un restaurateur, et l'époque adore les restaurateurs, parce qu'elle a peur. La peur, on la lit dans les yeux des notables municipaux qui voient leurs conseils locaux se vider, leurs finances s'effondrer, leurs jeunes partir à l'armée ou fuir les réquisitions. On la lit dans les lettres qui circulent, dans les plaintes sur les impôts, sur les réquisitions de bêtes de somme, sur les routes devenues dangereuses. On la lit dans les temples où l'on multiplie les sacrifices, comme si la fumée pouvait colmater les fissures du monde. Et on la lit dans les casernes, surtout, où les soldats savent que leur solde ne vaut plus ce qu'elle valait, que les pièces sont plus légères, que le métal est plus pauvre, que la promesse de Rome se dégrade au creux de la paume. Les mains, encore, les mains qui reçoivent la solde. Les mains qui la comparent, les mains qui se ferment. Quand l'empereur Trébonien Gall et son fils Volusien sont emportés en 253, l'Empire n'a pas seulement perdu un chef, il a perdu du temps. Et le temps, au IIIe siècle, est une monnaie plus rare que l'or. Les Goths et d'autres groupes ont ravagé, les Perses ont frappé, la peste, cette longue vague de maladies qui traverse les décennies, qu'on associe souvent au nom de Cyprien, a vidé des villes, affaibli des armées, rendu chaque rassemblement suspect. Les dieux semblent sourds, les hommes, eux, deviennent impatients. Émilien, commandant en Mésie, est proclamé empereur par ses troupes, un empereur de plus, un empereur de trop. Il marche vers l'Italie, et l'Italie, cette vieille matrice du pouvoir, se retrouve à nouveau menacée par une guerre civile. C'est là que Valérien apparaît comme une solution. Il est alors un homme de confiance, un homme qu'on envoie, qu'on charge de mission, qu'on place à des postes où il faut à la fois de l'autorité et une certaine respectabilité. Il est du côté de ceux qui veulent éviter que l'Empire ne se transforme en champ de bataille permanent entre prétendants. Les sources ne nous donnent pas toujours le détail intime des journées, mais on devine la scène, des messagers qui arrivent, couverts de poussière, les chevaux écumants, des conseils improvisés,
des décisions prises vite, trop vite, parce que chaque heure peut faire basculer une province. Valérien rassemble des forces, il se met en marche, et avant même que les armées ne se heurtent vraiment, Émilien est assassiné par ses propres soldats. Le geste est brutal, presque banal à force de répétition. Un empereur tombe, non pas sous les coups d'un ennemi extérieur, mais sous la logique interne des camps. La loyauté est une corde qu'on coupe dès qu'elle gêne. Valérien, lui, arrive avec une armée et une promesse, remettre de l'ordre. Il est proclamé empereur en 253, proclamé. Le mot dit tout. Ce n'est pas une transmission paisible, c'est une acclamation militaire qui cherche ensuite à se faire reconnaître par les formes. Et Valérien, sénateur, comprend mieux que quiconque l'importance des formes. Il lui faut Rome, il lui faut le Sénat, il lui faut les titres, les monnaies, les images officielles. Il lui faut que l'Empire, au moins en apparence, recommence à parler la langue de la continuité. Alors il fait un geste qui est à la fois prudent et révélateur. Il associe son fils Galien au pouvoir, en l'élevant au rang d'Auguste, co-empereur, 2 empereurs, 2 mains sur le gouvernail. Ce n'est pas un caprice dynastique seulement. C'est une réponse à la géographie de la catastrophe. Un seul homme ne peut plus être partout. Un seul centre ne suffit plus. L'Empire est trop vaste, les crises trop simultanées. Le partage du pouvoir devient une technique de survie. Mais partager, c'est aussi avouer. Avouer que l'autorité unique, celle des grands siècles, ne tient plus. Avouer que l'empereur n'est plus ce point fixe autour duquel tout tourne, mais un nœud parmi d'autres, obligé de déléguer, de négocier, de courir. Galien, plus jeune, plus mobile, prend en charge l'Occident. Valérien, plus âgé, plus sénatorial, se réserve l'Orient, ou du moins l'idée qu'il faudra tôt ou tard y aller. Car l'Orient, à ce moment-là, n'est pas une province riche et tranquille, c'est une frontière en feu. Chapour Ier, roi des rois sassanides, a déjà montré ce qu'il veut. Des villes, des forteresses, des captifs, des trophées. Il ne se contente pas de raids. Il veut inscrire son règne dans la pierre, dans des inscriptions, dans des reliefs où l'on voit des rois vaincus et des empereurs humiliés. Il veut que l'histoire se lise sur les falaises. Valérien, lui, veut que l'histoire se lise sur des lois, sur des édits, sur des monnaies qui proclament la sécurité retrouvée. 2 imaginaires qui se heurtent. À Rome, la prise de pouvoir de Valérien doit être consolidée. On frappe monnaie. On diffuse des portraits. Le visage de l'empereur circule plus vite que lui, sur des pièces, dans des statues, sur des bustes envoyés dans les cités. Le portrait impérial, c'est une présence de métal. On le tient entre 2 doigts. On le passe de main en main. On le perd. On le retrouve. Et chaque fois, il rappelle qui commande ou qui prétend commander. Valérien sait aussi que le Sénat, même affaibli, reste un théâtre essentiel. Un empereur issu de l'ordre sénatorial peut y trouver un appui symbolique, une sorte de respiration. Il y a dans cette relation une nostalgie, celle d'un empire où l'on gouvernait par délibération, où l'on pouvait encore croire que les institutions suffisaient, mais la réalité dehors est plus rapide que les discours. Les provinces, elles, ne demandent pas des discours. Elles demandent des troupes, des fortifications, des convois. Des gouverneurs capables de tenir une ville quand les greniers sont vides et que les rumeurs courent. Elles demandent des décisions qui coûtent cher. Et l'argent manque. La crise monétaire n'est pas une abstraction. Elle se voit dans la couleur des pièces, dans leur poids, dans la manière dont les marchands les acceptent ou les refusent. Elle se voit dans les marchés où les prix montent, où l'on préfère parfois le troc, où l'on cache les bonnes pièces et où l'on dépense les mauvaises. Elle se voit dans les soldes qu'on doit ajuster, dans les primes qu'on promet, dans les dons impériaux qu'on distribue pour acheter la fidélité. Chaque don est une perfusion, et chaque perfusion affaiblit un peu plus le corps. Valérien, sénateur, a été formé à l'idée que l'État est une structure, mais l'État devient une urgence. Il faut réagir à des usurpations, à des révoltes locales, à des commandants qui se sentent assez forts pour tenter leur chance. Le IIIe siècle est une loterie sanglante. Un général victorieux peut se dire que la pourpre lui revient, et ses soldats, s'ils l'aiment ou s'ils ont besoin d'un prétexte pour exiger plus, peuvent l'acclamer. Dans ce monde, la main qui prête serment est la même qui peut, demain, tenir un poignard. Valérien doit donc faire ce que les empereurs de crise font tous, se montrer, être vu, être présent ou du moins donner l'impression de l'être. Les déplacements impériaux deviennent une forme de gouvernement. On gouverne en route, dans des quartiers généraux temporaires, dans des villes qui accueillent la cour comme une tempête. Il faut loger, nourrir, sécuriser, organiser des audiences, recevoir des délégations, juger des affaires, distribuer des faveurs. La logistique devient politique. Un convoi de blé, c'est une décision impériale. Une route réparée, c'est une victoire. Un pont tenu, c'est une frontière qui respire.
Et pendant que Valérien s'installe dans ce rôle, Galien, à l'ouest, doit contenir la pression sur le Rhin et le Danube. Les Alamans, les Francs et d'autres groupes testent les défenses. Les incursions se multiplient. Les villes fortifient leurs murs, parfois à la hâte, en réutilisant des pierres de monuments plus anciens, comme si l'on démontait le passé pour survivre au présent. Les campagnes se vident par endroits, les propriétaires terriens se plaignent, les recruteurs passent. Les familles comptent leurs fils. Valérien, lui, porte sur ses épaules une autre inquiétude, l'Orient. Car l'Orient n'est pas seulement une frontière, c'est un système de provinces riches, de cités grecques, de routes commerciales, de garnisons qui coûtent cher. C'est aussi un espace où les loyautés peuvent être complexes, où les élites locales ont leurs propres intérêts, où les cités ont l'habitude de négocier avec les puissances voisines. Et face à Shapur, la négociation peut ressembler à une faiblesse. Le paradoxe de Valérien est là, dès le début. Il est choisi pour restaurer l'ordre, mais l'ordre qu'il connaît n'existe plus. Il veut gouverner par la dignitas, mais il doit gouverner par la contrainte. Il veut stabiliser, mais chaque décision ressemble à un pari. Même l'idée de dynastie en associant Galien est un pari, car un co-empereur, c'est aussi un centre de pouvoir autonome, deux cours, deux réseaux, deux ensembles de généraux qui peuvent jouer l'un contre l'autre. Et pourtant, sans ce partage, l'Empire se déchire encore plus vite. Valérien n'a pas le luxe de choisir une solution parfaite. Il choisit une solution possible. On imagine les cérémonies, les acclamations, les titres proclamés, les enseignes levées, les mains des soldats frappant leurs boucliers, les mains des officiers jurant fidélité, les mains des scribes notant les formules, les mains des prêtres préparant les sacrifices. Tout cela, c'est la Rome éternelle en miniature, rejouée pour conjurer la peur, mais la peur revient. Toujours, car l'Empire, en 253, n'est pas seulement attaqué, il est fatigué. Fatigué par les campagnes répétées, par les pertes, par les maladies. Une armée malade n'est pas une armée, c'est une foule vulnérable. Une ville frappée par l'épidémie n'est pas une ville, c'est un silence, des portes closes, des bûchers, des héritages contestés. La peste, en plus de tuer, désorganise. Elle casse les chaînes de commandement, elle vide les ateliers, elle ralentit les convois, elle rend chaque rassemblement dangereux, et pourtant l'Empire ne peut pas cesser de rassembler. Il doit lever des troupes, déplacer des unités et concentrer des forces. Valérien, homme d'ordre, se retrouve à gouverner un organisme fiévreux. Il y a aussi la question de la légitimité religieuse, qui pèse comme une ombre. Rome a toujours su intégrer des cultes, absorber des dieux, multiplier les rites, mais en temps de crise, la tolérance se rétrécit, on cherche des causes, on cherche des coupables, on cherche des signes. Et dans les villes, les communautés chrétiennes, de plus en plus visibles, de plus en plus organisées, deviennent un sujet politique, pas seulement parce qu'elles prient autrement, mais parce qu'elles forment un réseau, parce qu'elles ont leurs chefs, leurs assemblées, leur solidarité. Dans un empire qui se fragmente, tout réseau autonome inquiète. Valérien n'en est pas encore aux édits de persécution qui marqueront son règne, mais l'atmosphère est déjà là, celle d'un pouvoir, qui se sent assiégé et qui regarde autour de lui pour trouver ce qui ne rentre pas dans le cadre. Un sénateur romain, élevé dans le respect des rites publics, peut voir dans le refus de sacrifier non pas une simple différence, mais une fissure dans le pacte avec les dieux, et quand les frontières brûlent, une fissure devient un crime. Pour l'instant, en 253, il faut d'abord tenir l'Italie, tenir Rome, tenir les provinces, tenir l'idée même d'un centre. Valérien s'appuie sur ce qu'il connaît, les hommes, les titres, les alliances. Il distribue des charges, il confirme des gouverneurs. Il tente de s'assurer que les armées, au moins les principales, reconnaissent son autorité. Il faut que les légions prononcent son nom dans les serments, il faut que les enseignes portent sa titulature, il faut que les lettres officielles arrivent avec son sceau. Le pouvoir romain, c'est aussi cela, une circulation de documents, de décisions, de symboles. Quand cette circulation se bloque, l'Empire devient une mosaïque de pouvoirs locaux, et pourtant, même quand les documents circulent, la réalité peut les contredire. Un gouverneur peut être loyal sur le papier et hésitant sur le terrain. Un général peut obéir aujourd'hui et se faire acclamer demain. Une cité peut envoyer des compliments à l'empereur et négocier en secret avec un voisin menaçant. Le IIIe siècle est un siècle de double fond. Valérien, avec son expérience, le sait. Il a vu des carrières se faire et se défaire. Il a vu des hommes tomber pour une phrase mal placée. Il a vu des empereurs mourir loin de Rome, dans la boue d'un camp. Il a vu la pourpre devenir un vêtement dangereux. Et malgré cela, il accepte. Ou plutôt, il n'a pas le choix. Quand l'armée et les élites convergent vers un non, refuser, c'est mourir. Accepter, c'est peut-être mourir aussi, mais plus tard.
Il y a quelque chose de tragique dans cette accession. Elle ressemble à une promotion et à une condamnation en même temps. Les premiers mois du règne sont une course. Il faut rassurer. Il faut punir aussi parfois pour montrer que l'autorité n'est pas une fiction. Les usurpateurs potentiels doivent comprendre que l'empereur n'est pas un vieil homme décoratif, mais Valérien ne peut pas se permettre une terreur aveugle. Il a besoin des élites, il a besoin des administrateurs, il a besoin des sénateurs. Il doit donc doser. La politique devient une pharmacologie. Trop peu, et le mal progresse. Trop, et le remède tue. Dans les ateliers monétaires, on frappe des pièces au nom de Valérien et de Galien, deux portraits, deux légitimités liées. Les inscriptions parlent de paix, de sécurité, de victoire. Les mots sont anciens, presque rituels. Pax, Securitas, Victoria. On les grave comme on récite une prière, mais les mots, eux, ne repoussent pas les cavaliers sur le Danube, ne ferment pas les brèches sur l'Euphrate, ne remplissent pas les greniers. Et pourtant, il faut les graver. Parce que l'Empire vit aussi de symboles. Un soldat qui reçoit une pièce avec le visage de l'empereur reçoit plus qu'un paiement. Il reçoit une promesse que l'État existe encore, une promesse que quelqu'un, quelque part, tient les comptes, tient les routes, tient les frontières. Quand cette promesse se brise, l'armée devient un marché et l'Empire une proie. Valérien comprend cela instinctivement. Il est de cette génération qui croit encore que la forme peut sauver le fond. Alors il s'accroche aux formes, il s'accroche au Sénat, il s'accroche au titre, il s'accroche à l'idée d'une restauration. Mais la restauration au IIIe siècle n'est pas un retour en arrière, c'est une improvisation permanente. Le choix d'associer Galien est aussi un aveu d'âge. Valérien n'est plus un jeune général. Il porte l'usure des années, et l'époque ne pardonne pas l'usure. Les campagnes demandent une énergie physique, une résistance aux privations, aux nuits froides, aux marches interminables, aux décisions prises dans la fatigue. Un empereur doit être un corps autant qu'un esprit. Il doit monter à cheval, apparaître devant les troupes, supporter les climats. Valérien peut encore le faire, mais chaque saison compte. Chaque hiver est un obstacle. Chaque été, avec ses maladies, est une menace. Et déjà, l'Empire lui impose un rythme inhumain. À l'ouest, Galien doit répondre aux pressions. À l'est, les nouvelles sont mauvaises, ou du moins inquiétantes. Les Perses ne sont pas un ennemi qu'on repousse une fois pour toutes. Ils reviennent, ils apprennent, ils s'adaptent. Ils ont une monarchie centralisée, une idéologie de conquête, une capacité à mobiliser. Ils veulent des villes romaines comme trophées. Ils veulent des artisans, des ingénieurs, des captifs. Ils veulent transformer la guerre en ressources. Valérien, en 253, n'est pas encore l'homme d'Édesse. Il est l'homme de la promesse. La promesse qu'un sénateur expérimenté peut encore sauver l'État. La promesse qu'en remettant un peu de discipline, un peu de hiérarchie, un peu de respect des institutions, on peut ralentir la chute. Mais l'Empire ne tombe pas d'un seul coup. Il se défait par à-coups. Une province qui n'envoie plus ses impôts à temps. Une légion qui réclame une prime. Une route coupée. Une ville pillée. Un gouverneur assassiné. Un autre proclamé. Et à chaque fois, des mains qui s'agitent. Mains qui écrivent des rapports. Mains qui comptent des pertes. Mains qui bandent des blessures. Mains qui enterrent des morts. Mains qui jurent fidélité à un nouveau nom. Valérien, au centre de cette tempête, doit faire tenir ensemble des morceaux qui glissent. On peut presque sentir la texture de ces années. Le cuir des harnais, le métal des casques, la poussière des routes, l'odeur des camps, mélange de sueur, de fumée et de viande salée. On peut entendre le bruit des marteaux dans les ateliers, le cliquetis des pièces, les cris des marchands, les prières dans les temples, et les murmures dans les maisons où l'on cache des réserves. On peut voir les murs des villes, plus hauts, plus épais, parfois construits avec des pierres prises à des théâtres, à des portiques, à des monuments qui, hier encore, célébraient la paix romaine, et au milieu, un empereur qui veut être un restaurateur. Il y a une scène, invisible mais plausible, qui résume tout. Valérien recevant des délégations, des gouverneurs, des officiers. Chacun apporte sa crise, chacun parle de son front, de sa province, de son urgence. Les mots se bousculent. Manque de troupes, manque d'argent, manque de blé, manque de chevaux, manque de confiance. Et Valérien, avec ses mains de sénateur, doit transformer ce chaos en décision. Il doit signer, il doit sceller, il doit ordonner, il doit promettre. Signer, c'est facile. Faire exécuter, c'est autre chose. Car l'Empire, désormais, n'obéit plus comme avant. Il réagit, il résiste, il négocie, il se dérobe. Et pourtant, en 253, il y a encore une fenêtre où l'on peut croire que la crise est gérable, que 2 empereurs suffiront, que l'Occident tiendra pendant que l'Orient sera stabilisé, que les armées, si on les paie, resteront loyales, que les dieux, si on les honore, redeviendront favorables, que les institutions, si on les respecte, retrouveront leur force,
Valérien s'installe dans cette croyance comme on s'installe dans une forteresse. Il renforce les murs. Il place des hommes. Il surveille les portes. Mais la forteresse, c'est l'empire entier. Et l'empire entier est trop vaste pour être surveillé. Les premiers pas de son règne sont donc ceux d'un homme qui marche sur une corde. D'un côté, l'aristocrate qui veut gouverner avec le Sénat, avec les formes, avec la dignité. De l'autre, l'empereur de crise qui doit satisfaire les armées, punir vite, récompenser vite, se déplacer vite. La corde est tendue au-dessus d'un gouffre où tombent déjà tant de noms. Et pendant qu'il avance, les mains continuent de faire ce qu'elles ont toujours fait à Rome. Prêter serment, frapper monnaie, signer, des édits, lever des enseignes, des mains qui tentent de retenir un monde qui glisse, des mains qui, sans le savoir encore, s'approchent d'un moment où l'histoire romaine, si fière de ses victoires et de ses captifs, devra regarder une image insupportable, celle d'un empereur vivant saisi par l'ennemi. Pour l'instant, Valérien est encore debout. Il est encore celui qu'on acclame, celui dont le nom circule sur les routes, celui dont le visage brille sur les pièces neuves, celui dont la main, quand elle se lève, fait taire une salle. Mais l'Empire, lui, ne se tait pas. Il gronde, il réclame, il presse. Et l'année 253, au lieu d'être un point d'arrivée, n'est qu'un seuil franchi à la hâte, dans la poussière des camps et les marbres des palais, avec cette sensation que derrière la porte, il n'y a pas une salle plus calme, mais un couloir plus étroit, où chaque pas comptera, où chaque saison de guerre décidera de la survie, et où l'expérience d'un sénateur, si vaste soit-elle, devra se mesurer à une époque qui ne respecte plus rien, ni les titres, ni les traditions, ni même la personne sacrée de l'empereur. L'année suivante ne ressemble pas à une année. Elle ressemble à une série de secousses. On ne gouverne plus par cycles tranquilles, avec des saisons de justice et des saisons de guerre. On gouverne dans un bruit continu, comme si l'empire entier était devenu une forge où l'on martèle sans cesse, où l'on chauffe, où l'on trempe, où l'on casse, où l'on recommence. Valérien, lui, tient encore à l'idée que l'État se répare avec des gestes d'État, des nominations, des lettres, des audiences, des serments. Et surtout cette chose presque tactile, presque intime, qui fait tenir un monde immense, la confiance dans la chaîne des mains, la main de l'empereur qui signe, la main du préfet qui transmet, la main du gouverneur qui ordonne, la main du centurion qui exécute, la main du soldat qui obéit, sauf que désormais entre ses mains il y a des trous, des vides, des retards, des détours, des hommes qui gardent une lettre dans leur sac parce qu'ils attendent de voir qui sera le plus fort demain, des officiers qui jurent fidélité en public et comptent leurs options en privé, des cités qui applaudissent le portrait impérial sur la monnaie et ferment leurs portes quand la colonne de ravitaillement arrive, parce qu'elles n'ont plus rien à donner. La crise du IIIe siècle, ce n'est pas seulement des barbares au nord et des Perses à l'est, c'est une crise de circulation. Circulation des hommes, des ordres, des métaux, des grains, des nouvelles. Et quand la circulation se dérègle, l'Empire, qui était une machine à faire circuler, se met à tousser du sang. Valérien a associé Galien au pouvoir pour une raison simple. Il faut 2 corps, là où un seul ne suffit plus, 2 présences, 2 cours, 2 centres de décision. Et pourtant, ce remède a un goût amer, parce qu'un co-empereur, c'est aussi une autre main qui distribue les faveurs, une autre main qui reçoit les serments, une autre main qui peut devenir le point de ralliement d'ambitions rivales. L'unité se maintient en se divisant, c'est le paradoxe permanent de ces années. Galien, à l'ouest, vit dans le bruit des frontières, le Rhin, le Danube, des noms qui, sur les cartes, semblent des lignes nettes, mais qui, sur le terrain, sont des zones, des marécages, des forêts, des gués, des tours de guet où l'on grelotte, des villages qui brûlent vite, des routes où l'on peut disparaître. Les Alamans, les Francs, d'autres groupes encore, testent, reviennent, apprennent. Ils ne sont pas une armée unique, disciplinée comme une légion. Ils sont des coalitions mouvantes, des bandes qui se rassemblent, pour une saison, pour un butin, pour une vengeance, pour une opportunité. Et face à eux, Rome doit maintenir des garnisons, des fortins, des patrouilles, des ponts, des dépôts. Tout cela coûte. Tout cela exige des hommes. Tout cela exige du temps. Le temps, justement, manque partout. Valérien, lui, doit faire tenir le centre. Et le centre, ce n'est pas seulement Rome, la ville. C'est l'idée que les provinces obéissent encore à une autorité qui n'est pas simplement la force du moment. Il faut donc réaffirmer sans cesse la hiérarchie. On confirme des gouverneurs. On remplace ceux qui ont failli. On envoie des commissaires. On réorganise des commandements. On distribue des titres qui autrefois étaient des honneurs. Maintenant, ce sont des outils. On donne des pouvoirs extraordinaires. On étend des compétences. On concentre. L'urgence fabrique des monstres administratifs. Et pendant ce temps, la monnaie continue de se dégrader.
Ce n'est pas un détail technique réservé aux numismates, c'est une sensation quotidienne, une pièce qu'on mord, une pièce qu'on frotte, une pièce qui a l'air trop jaune, trop terne, trop légère. Dans les marchés, les marchands deviennent experts malgré eux. Ils pèsent, ils comparent, ils exigent plus. Les prix montent, non pas parce que tout le monde devient soudain cupide, mais parce que la confiance dans le métal s'effondre. Et quand la confiance s'effondre, tout devient plus cher. Nourrir une garnison, payer un transport, acheter du cuir, du fer, du blé. L'armée, elle, ne vit pas de discours. Elle vit de pain, de vin, de viande, de chaussures, de soldes. Une légion, c'est une bouche collective. Des milliers de bouches. Et derrière chaque bouche, une logistique, des mulets, des chariots, des entrepôts, des routes sûres, des ponts intacts. Or, les routes ne sont plus sûres, les ponts ne sont plus intacts. Les entrepôts sont parfois vides, et les mulets meurent comme les hommes, de fatigue, de maladie, de manque de fourrage. La peste, cette longue ombre qui traverse le siècle, ne se contente pas de tuer, elle désorganise. Elle fait disparaître des artisans, des conducteurs de chariots, des scribes, des médecins militaires. Elle frappe les villes, puis les campagnes, puis les camps. Elle rend chaque rassemblement dangereux, mais l'Empire ne peut pas cesser de rassembler. Il doit lever des recrues, concentrer des troupes, déplacer des unités d'un front à l'autre. On imagine les tentes où l'on tousse, les feux où l'on brûle des herbes, les fosses creusées à la hâte, les officiers qui comptent, les effectifs et voient les chiffres fondre sans bataille. Dans ce contexte, gouverner, c'est aussi choisir qui sera sacrifié, quelle province recevra des renforts et laquelle devra se débrouiller, quel général aura des fonds et lequel devra improviser, quel front sera prioritaire. Et chaque choix crée des rancœurs. Chaque choix fabrique un futur usurpateur potentiel, un homme qui se dira « On m'a abandonné, donc je me sauverai moi-même ». Valérien, aristocrate de l'ordre ancien, a été formé à l'idée que l'Empire est un ensemble de devoirs partagés, les élites municipales, collectèrent, les gouverneurs administrent, l'armée protège, l'empereur arbitre. Mais les élites municipales, justement, sont en train de se fissurer. Dans les cités, les curiales, ces notables chargés des finances locales, voient leurs charges devenir des pièges, collecter l'impôt quand les récoltes ont été mauvaises, quand les routes sont coupées, quand les réquisitions militaires ont déjà vidé les granges, c'est se faire haïr. Et quand l'État exige malgré tout, le notable doit choisir, ruiner sa famille pour payer de sa poche, ou fuir, ou chercher une protection, ou tricher. Les conseils municipaux se vident, les responsabilités deviennent des fardeaux qu'on évite. L'administration locale, qui était l'ossature tranquille de l'Empire, se met à craquer. Alors l'État central serre la vis. Il réquisitionne, il contraint, il menace, il confisque. Et plus il contraint, plus il accélère la fuite des responsabilités. Cercle vicieux. Dans les palais et les quartiers généraux, on continue pourtant à jouer la liturgie du pouvoir. On frappe monnaie au nom de Valérien et de Galien. 2 portraits, 2 légendes, 2 promesses. On proclame la sécurité, la concorde, la victoire. Les mots sont anciens, presque magiques. Ils ont servi sous Auguste, sous Trajan, sous les Antonins. On les répète comme on répète une formule qui a déjà fonctionné. Mais la formule ne suffit plus. Les mots glissent sur la réalité comme l'eau sur une pierre chaude. Valérien, pour tenir, doit aussi tenir les hommes de guerre, surtout, les commandants de province, les chefs de légion, les gouverneurs militaires. Et là, l'Empire du IIIe siècle est un théâtre dangereux. Les généraux sont indispensables, donc puissants. Ils sont puissants, donc suspects. Un empereur doit les récompenser pour qu'ils restent loyaux, mais s'il les récompense trop, il les rend capables de se passer de lui. Il doit les surveiller, mais s'il les humilie, il les pousse à la révolte. Il doit les déplacer, mais chaque déplacement affaiblit un front. Il doit les remplacer, mais chaque remplacement crée une faction. La main qui donne un commandement donne aussi une chance. On voit apparaître dans ces années une militarisation plus nette du pouvoir impérial. Ce n'est pas que Rome n'ait jamais été militaire, c'est que désormais l'armée n'est plus seulement l'instrument de l'État, elle en devient la condition. Les empereurs ne sont plus des arbitres au-dessus des forces, ils sont des chefs de guerre permanents, dépendant de la fidélité de troupes qui elles-mêmes dépendent d'une économie en crise. La politique devient une gestion de caserne à l'échelle d'un continent, et Valérien, qui voulait restaurer, se retrouve à improviser. Il improvise aussi dans la manière de se montrer. L'empereur doit être visible parce que l'invisible n'existe plus. On gouverne en déplacement dans des villes qui deviennent des capitales provisoires. On reçoit des délégations dans des basiliques, dans des praetorias, dans des salles où l'on a accroché des tentures pour masquer l'humidité des murs. On rend la justice entre 2 rapports militaires. On distribue des dons, des exemptions, des privilèges.
parce qu'il faut acheter du temps, acheter de la loyauté, acheter du silence. Et pendant que l'on achète, on vend aussi, on vend des charges, on vend des faveurs, on vend des protections. La corruption n'est pas une déviation morale, c'est un symptôme d'un système qui manque de ressources et qui compense par des transactions. Quand l'État ne peut plus payer, il échange. Dans ce monde, la religion devient un terrain de tension, pas parce que Valérien serait par nature un fanatique, mais parce que la crise pousse à chercher des causes et des remèdes. Rome a toujours eu cette idée. La prospérité est liée à la paix avec les dieux, la Pax Deorum. On sacrifie, on prie, on respecte les rites publics, et les dieux, en échange, protègent la cité. Quand les frontières brûlent, quand la peste frappe, quand la monnaie se dégrade, l'esprit romain traditionnel se demande « Qui a rompu le pacte ?» Les chrétiens, de plus en plus nombreux, de plus en plus organisés, deviennent visibles comme une différence qui ne se dissout pas. Ils ne sont pas seulement des individus qui croient autrement, ils forment des communautés avec des évêques, des diacres, des réseaux, d'entraide, des lieux de réunion. Ils ont leur propre hiérarchie, leur propre solidarité, parfois plus efficace que celle des institutions municipales en crise, et surtout, ils refusent certains gestes qui, pour un Romain traditionnel, ne sont pas des opinions privées, mais des actes civiques, sacrifier aux dieux de la cité, participer aux cérémonies publiques, reconnaître la dimension sacrée de l'ordre impérial. Dans une époque stable, on peut tolérer une dissidence. Dans une époque qui tremble, la dissidence ressemble à une menace. Valérien, sénateur, homme de rite, homme de tradition, voit dans la cohésion religieuse un ciment politique. Et ce ciment, pense-t-il, se fissure. Les rumeurs circulent, les dieux sont en colère, les sacrifices ne suffisent plus, les temples se vident, les anciens cultes perdent leur force, les prêtres se plaignent. Les notables murmurent. Les foules, dans certaines villes, cherchent des boucs émissaires, et l'État, qui a besoin d'unité, se tourne vers la coercition. En 257, le premier édit tombe. Il vise d'abord le clergé chrétien, les évêques, les prêtres, les diacres. Interdiction de se réunir, interdiction de célébrer, obligation de se conformer aux rites publics. On ne cherche pas encore à exterminer. On cherche à casser l'organisation, à décapiter le réseau, à rendre la communauté inoffensive en la privant de ses chefs. C'est une politique romaine classique. Frapper les structures, pas seulement les individus. Comme on frapperait une association suspecte, une faction, une conjuration. Sauf que là, l'objet n'est pas une conspiration politique au sens strict. C'est une religion, et en la traitant comme une menace d'État, l'État la transforme en enjeu d'État. Les conséquences sont immédiates, et elles se lisent dans des scènes très concrètes. Des arrestations, des interrogatoires, des audiences où l'on demande un geste simple, sacrifier, verser un peu d'encens, prononcer une formule, un geste de main, un geste qui, pour l'administration, est une formalité, pour le croyant, une trahison. Certains cèdent, d'autres refusent. Et le refus, dans une époque de peur, devient un défi. Un an plus tard, en 258, l'étau se resserre. Le second édit est plus dur. Il ne vise plus seulement l'organisation. Il vise les personnes et les biens. Les sanctions deviennent plus lourdes, les confiscations apparaissent, les exécutions touchent des figures de premier plan. À Rome, le pape Sixte II est exécuté. À Carthage, l'évêque Cyprien, celui-là même dont le nom restera attaché à la Grande Peste, est mis à mort. Dans les élites, des sénateurs et des chevaliers chrétiens peuvent être frappés, leurs biens saisis. L'État cherche de l'argent, cherche de l'exemple, cherche de la peur. La main qui signe l'édit est la même qui autorise la confiscation, la même qui transforme une crise financière en opportunité de saisie, la même qui, en voulant restaurer l'ordre, radicalise une partie de la société. Et pourtant, même cette répression, si spectaculaire qu'elle soit dans la mémoire chrétienne, n'est pas le centre unique du règne. Elle est un symptôme d'un pouvoir qui se sent acculé, qui cherche des leviers partout, qui ne peut plus se permettre le luxe de la pluralité tranquille. Pendant que l'on persécute, on combat. Pendant que l'on combat, on manque de tout. Et pendant que l'on manque de tout, les usurpations continuent de menacer comme des fièvres secondaires. L'Empire, à ce moment-là, est un corps qui lutte contre plusieurs infections à la fois. Au nord, les incursions. À l'ouest, les troubles. À l'intérieur, les ambitions. À l'est, la pression sassanide. Et au-dessus de tout, cette fatigue générale, cette sensation que chaque victoire coûte plus qu'elle ne rapporte. Valérien doit donc répartir les théâtres d'opération avec Galien. Ce partage n'est pas seulement géographique, il est psychologique. Il faut que les armées acceptent qu'il y ait deux Augustes, sans que cela ressemble à une faiblesse. Il faut que les provinces comprennent à qui s'adresser. Il faut que les gouverneurs ne jouent pas l'un contre l'autre.
Il faut que les monnaies, les édits, les images racontent une histoire de concorde. Concordia Augustorum, la concorde des Augustes. On la grave sur le métal, on la proclame, on la met en scène. Mais la concorde dans un monde de pénurie est une discipline, pas un sentiment. Galien, en Occident, doit aussi gérer une réalité brutale. Les défaites et les retraites ne se racontent pas. On les maquille, on les transforme en réorganisation. On annonce des victoires locales, on célèbre des succès partiels. Parce que l'armée a besoin de croire qu'elle avance, même quand elle recule. Parce que les cités ont besoin de croire que l'État les protège, même quand elles construisent leurs murs avec les pierres de leurs propres monuments. Et Valérien, pendant ce temps, regarde de plus en plus vers l'Orient. L'Orient, c'est la richesse, c'est la Syrie, c'est l'Asie mineure, c'est l'Égypte qui nourrit. Ce sont des villes anciennes, des routes commerciales, des garnisons coûteuses. C'est aussi un espace où l'ennemi n'est pas une coalition de bandes, mais un État monarchique, centralisé, idéologiquement sûr de lui. Chapourpunier ne mène pas seulement des raids, il mène une politique. Il veut des villes romaines comme preuve. Il veut des captifs comme ressources. Il veut des artisans comme trophées vivants. Il veut inscrire sa supériorité dans la pierre. Et Rome, elle, répond avec des outils qui datent d'un monde plus stable, des campagnes saisonnières, des négociations, des alliances locales, des promesses. Or, l'ennemi, lui, a compris que l'Empire romain est en tension maximale, qu'il suffit de frapper au bon moment, au bon endroit, pour faire craquer la structure. Valérien, en attendant de partir lui-même, doit préparer des troupes, préparer des finances, préparer des routes, préparer des dépôts. Et chaque préparation est un arrachement. On prélève des unités ici, on affaiblit un front là. On réquisitionne du grain, on affame une région. On exige des chevaux, on ruine des paysans. On demande des impôts, on pousse des notables à la fuite. L'Orient devient une aspiration qui vide le reste. Dans les chancelleries, les scribes écrivent. Ils écrivent des ordres de marche, des listes de fournitures, des nominations, des réquisitions. Ils écrivent sur des tablettes, sur des rouleaux. Ils scellent, ils envoient. Et chaque document porte au bout l'autorité de la main impériale. Mais l'autorité désormais doit être répétée comme un coup de marteau. Parce qu'un seul coup ne suffit plus. On peut imaginer Valérien dans ces années-là, non pas comme une statue de marbre, mais comme un homme entouré de rapports, des rapports qui sentent la poussière et la sueur, des rapports qui parlent de villages brûlés, de routes coupées, de désertions, de maladies, des rapports qui demandent des renforts qu'il n'a pas, des rapports qui réclament de l'argent qui n'existe plus que sous forme de métal dégradé, des rapports qui annoncent des succès et qu'il faut lire entre les lignes pour comprendre qu'ils cachent des pertes. Et lui, avec ses mains de sénateur, doit continuer à faire ce que fait un empereur, décider, trancher, signer, punir, récompenser, envoyer des hommes à la mort sans les regarder dans les yeux. La persécution dans ce tableau prend une autre couleur. Elle n'est pas seulement une haine religieuse, elle est une tentative de reprendre le contrôle d'un monde qui échappe. En frappant les chrétiens, Valérien croit frapper une désobéissance, une rupture du pacte civique, une menace pour l'unité. Il croit aussi peut-être rassurer les traditionalistes, les prêtres, les notables attachés au rite. Il croit réaffirmer que l'État romain est encore capable d'imposer un geste commun, un geste de main, un peu d'encens, une formule. Et pourtant ce geste, au lieu de recoller l'Empire, révèle ses fractures, parce que l'État, en exigeant l'uniformité, découvre qu'il ne l'obtient plus sans violence, et la violence, une fois utilisée, devient une habitude, elle devient un langage, elle devient une solution réflexe. Valérien voulait restaurer la stabilité par les institutions, il se retrouve à gouverner par l'exception, par l'édit, par la contrainte, par la peur. Et le plus cruel, c'est que même la peur ne suffit pas, car pendant que l'on exécute des évêques, les frontières continuent de brûler. Pendant que l'on confisque des biens, les Perses continuent de menacer. Pendant que l'on proclame la concorde, les armées continuent de calculer. L'Empire est trop vaste, trop fatigué, trop fissuré pour être recollé par un seul type de décision. Les mains, toujours. Les mains des soldats qui frappent leur bouclier quand on leur annonce une prime, les mains des marchands qui refusent une pièce trop légère, les mains des curiales qui signent des registres d'impôts en sachant qu'ils seront haïs, les mains des chrétiens qui se tendent pour aider leurs pauvres, et celles qui se ferment quand on leur demande de sacrifier, les mains des scribes qui recopient l'édit, encore et encore, jusqu'à ce que l'encre devienne une routine, les mains des bourreaux qui attachent, qui frappent, qui exécutent, parce que l'État a décidé, et au-dessus de toutes ces mains, celle de l'empereur qui continue de signer, comme si la signature pouvait tenir lieu de rempart. Les années 255 à 257, puis 258, ne sont pas une montée linéaire vers la catastrophe,
Ce sont des tentatives répétées de reprendre l'initiative. On colmate ici, ça cède là. On gagne une escarmouche, on perd une ville. On rétablit un gouverneur, un autre se fait acclamer. On annonce une victoire, la rumeur d'une défaite circule plus vite. On frappe monnaie, la monnaie perd sa valeur. On exige des sacrifices, les dieux ne répondent pas. Et Valérien vieillit dans cette tension, pas seulement en âge, mais en usure. L'usure d'un homme qui doit être partout sans pouvoir l'être. L'usure d'un homme qui croyait aux formes et qui découvre que les formes, sans force, ne sont que des décorations. L'usure d'un homme qui voulait sauver l'État et qui, pour le sauver, doit le durcir, le militariser, le rendre plus brutal. À mesure que l'Orient devient l'urgence principale, tout le reste prend un goût de provisoire. Les décisions occidentales sont confiées à Galien, mais elles reviennent comme des échos. Une incursion ici, une révolte là, une ville qui demande des murs, une autre qui demande des exemptions. Et Valérien, même s'il n'est pas physiquement sur le Rhin, sent que chaque faiblesse à l'ouest est une invitation pour l'est. Parce que l'ennemi observe, parce que Chapour observe, parce que l'Empire sassanide comprend que Rome est occupée à se défendre partout, alors l'Orient devient un aimant. Un aimant qui attire les troupes, les ressources, l'attention. Un aimant qui promet une solution, frapper fort, rétablir la frontière, restaurer le prestige, montrer que Rome peut encore vaincre un roi des rois. Le prestige. Voilà une autre monnaie. Une monnaie invisible mais essentielle. Quand Rome perd du prestige, elle perd des alliés, elle perd des loyautés, elle perd des hésitations favorables. Les cités orientales, habituées à vivre entre deux puissances, regardent qui est le plus fort. Les chefs locaux calculent, les garnisons se demandent si elles seront secourues, et l'empereur, s'il veut éviter que l'Orient ne se détache par opportunisme ou par peur, doit apparaître comme un protecteur réel, pas seulement comme un portrait sur une pièce. C'est ainsi que, peu à peu, le règne de Valérien se déplace. Il a commencé comme une promesse de restauration institutionnelle, il devient une préparation de campagne, une préparation de guerre totale. Et dans cette préparation, tout ce qui semblait secondaire devient un outil, la religion, la fiscalité, les confiscations, les nominations. Sur les déplacements de troupes, on serre, on presse, on exige, et l'Empire pressé grince. À la fin de 258, l'atmosphère est celle d'un monde qui retient son souffle. Les édits ont frappé, les exécutions ont marqué les mémoires, les confiscations ont enrichi certains et ruiné d'autres, les frontières occidentales restent instables, et l'Orient, lui, appelle comme une plaie ouverte. Valérien n'est plus seulement l'empereur qui promet, il devient l'empereur qui doit prouver à ses soldats que la solde a un sens, prouver aux provinces que l'impôt n'est pas un vol inutile, prouver aux dieux, pense-t-il, que Rome respecte encore le pacte, prouver à Chapour que l'audace perse a une limite, et dans les couloirs du pouvoir, dans les camps, dans les villes, on continue de prêter serment, on continue de frapper monnaie, on continue de signer des édits, on continue de croire ou de faire semblant de croire que la main impériale peut encore tenir le monde, mais plus on serre, plus on sent que quelque chose quelque part va céder. Pas un détail, pas une province isolée, quelque chose de symbolique, quelque chose qui, si cela arrive, ne pourra pas être réparé par une nouvelle émission de monnaie, par un nouvel édit, par une nouvelle formule gravée dans le métal. Et Valérien, sans le savoir, marche déjà vers l'endroit où les serments, les signatures et les sacrifices ne suffiront plus, vers l'endroit où l'Empire, qui a toujours fait des captifs, risque de devenir captif de sa propre crise, vers l'Orient où un roi des rois attend, non pas seulement une bataille, mais une image à graver pour l'éternité. L'Orient, quand on le regarde depuis Rome, a toujours quelque chose d'irréel, une direction plus qu'un lieu, un mot qui sent la cannelle, la poussière chaude, les étoffes, les caravanes, les temples anciens, les villes qui parlent grec et araméen, les ports où l'on charge des amphores et des ballots de soie. Mais pour un empereur du IIIe siècle, l'Orient n'est plus une promesse. C'est une urgence, une brûlure. Là-bas, l'ennemi n'est pas une frontière poreuse, ni une bande qui se disperse après le pillage. Là-bas, c'est un royaume qui se pense comme l'héritier des Achéménides, qui se donne un roi des rois, qui frappe monnaie avec une assurance tranquille, qui écrit sa victoire à l'avance sur des reliefs de pierre. Chapour n'est pas seulement un chef de guerre. C'est un souverain qui comprend la valeur des images. Il sait ce que signifie pour Rome la posture, il sait ce que signifie pour Rome la main qui domine. Et Valérien, lui, arrive à l'Orient avec une idée romaine presque antique. Si l'empereur se montre, si l'empereur conduit, si l'empereur rassemble, alors la machine se remettra en marche, la présence comme remède, la dignitas comme bouclier, la discipline comme miracle. Sauf que l'Orient de ces années-là est un piège fait de distance, de maladies, de villes traumatisées,
de routes qui ne nourrissent plus les armées comme avant. Un piège fait aussi de souvenirs récents, très concrets, très humiliants, car Chapour a déjà frappé, il a déjà pris, il a déjà brûlé. On se rappelle Antioche. La grande Antioche sur l'Oronte, la ville des colonnades, des bains, des théâtres, des marchés, où l'on entend toutes les langues de l'Empire. Antioche, ce n'est pas une bourgade de frontières, c'est une capitale de fait, un cœur oriental. Et pourtant, elle a connu l'irruption perse, la panique, la fuite, les portes forcées, les maisons pillées. Les récits circulent comme des cendres dans le vent, des familles dispersées, des notables rançonnés, des sanctuaires profanés, des ateliers vidés. Même quand la ville est reprise, même quand l'ordre revient, il reste cette sensation. Si Antioche peut tomber, alors tout peut tomber. Et il y a plus que la peur. Il y a la saignée. Les Perses ne se contentent pas de prendre de l'or. Ils prennent des hommes, des mains, justement. Des mains d'artisans, de tailleurs de pierre, de verriers, de forgerons, de tisserands. Des mains qui savent faire. Des mains qu'on déporte, qu'on installe ailleurs, qu'on force à travailler pour un autre roi. C'est une guerre qui vole la compétence. Une guerre qui déplace la richesse vivante. Valérien le sait. Il lit les rapports. Il entend les plaintes des cités. Il reçoit les délégations qui viennent avec des couronnes, des discours, des larmes, et surtout des demandes, des troupes, des remises d'impôts, des garanties. Et derrière chaque demande, il y a une question muette. Êtes-vous encore capable de nous protéger? Alors il faut partir. Il faut aller là où l'on saigne. Il faut faire ce que l'on attend d'un empereur de crise, se transformer en général permanent. Le départ vers l'Orient, ce n'est pas une marche triomphale. C'est une opération logistique qui ressemble à une extraction. On arrache des unités à des provinces déjà fragiles, on rassemble des vexillations, ces détachements pris ici et là, comme on compose une armée avec des morceaux. On fait venir des cavaliers, on réquisitionne des chevaux, on cherche des archers, on complète avec des auxiliaires locaux, on répare des routes, on sécurise des ponts, on ouvre des dépôts, on écrit des ordres de marche qui doivent traverser des régions où les messagers peuvent être interceptés, où les gouverneurs peuvent temporiser, où les villes peuvent prétendre ne pas avoir reçu la lettre. Et l'armée, quand elle se rassemble, n'est pas une abstraction, c'est une odeur. L'odeur du cuir mouillé, du fer, de la sueur, du vinaigre qu'on boit coupé d'eau, des feux de camp où l'on brûle du bois vert. C'est un bruit, le cliquetis des harnais, les jurons, les marteaux sur les clous des sandales, les cris des muletiers. C'est une poussière qui colle à la peau et qui, le soir, se transforme en boue sur les jambes. Valérien est âgé pour un empereur en campagne. Il n'a pas 20 ans, ni 30. Il n'est pas un jeune prince qui peut dormir sur une cape et repartir à l'aube comme si le corps était une machine neuve. Il porte l'usure d'une vie de sénateur, de gouverneur, de responsabilité, et pourtant il doit être là, visible, présent. Parce que l'Orient, plus que tout, exige une figure, une main qui tient. Il y a aussi dans cette marche une tension politique permanente. L'empereur part, mais l'Empire ne s'arrête pas. Galien reste à l'ouest, et l'ouest continue de brûler. Chaque nouvelle venue du Rhin ou du Danube est une épine, chaque rumeur d'usurpation est une fièvre. Et l'Orient, lui, ne pardonne pas l'hésitation. Si Valérien tarde, Chapour avance. Si Valérien avance, l'Ouest se sent abandonné. L'Empire est trop grand pour un seul corps, et même pour deux, il devient trop grand. Dans les villes d'Asie mineure, on voit passer les colonnes, on voit les enseignes, les aigles, les drapeaux, les boucliers qui brillent au soleil, on entend les proclamations, on offre du pain, du vin, parfois des fleurs, parfois des prières, mais derrière l'accueil, il y a le calcul. Combien de temps vont-ils rester? Qui paiera? Qui nourrira? Les greniers sont-ils pleins? Les champs ont-ils donné? Et si l'armée s'installe, que restera-t-il pour l'hiver? Car l'hiver, dans ces années-là, n'est pas seulement une saison, c'est un ennemi. Les routes deviennent des rivières de boue. Les maladies se propagent dans les camps où l'on se sert, les chevaux maigrissent, les mulets tombent, les hommes toussent, et la peste, cette ombre qui ne quitte pas le siècle, n'a pas besoin d'invitation. Elle entre par la promiscuité, par l'eau souillée, par les corps affaiblis. On imagine les médecins militaires, les capsaris, ces infirmiers qui portent les bandages, qui nettoient les plaies, qui tentent de distinguer la fièvre ordinaire de la fièvre qui annonce la mort. On imagine les officiers qui font l'appel et qui voient les rangs se creuser sans combat. On imagine les fosses, encore creusées à la hâte, loin des tentes, parce que l'armée doit continuer à marcher même quand elle enterre. Et pourtant, malgré cette fatigue, malgré cette fragilité, l'Orient impose sa logique. Il faut frapper Chapour. Il faut le repousser. Il faut reprendre les villes, sécuriser les routes, restaurer l'autorité romaine.
Il faut surtout empêcher que les cités orientales ne basculent dans une neutralité prudente, cette neutralité qui est souvent le premier pas vers la soumission. Car les cités, elles, ne sont pas des héroïnes de tragédie. Elles veulent survivre. Elles veulent que leur marché rouvre, que leurs récoltes soient vendues, que leurs enfants ne soient pas emmenés. Elles regardent les armées comme on regarde la météo, qui apporte la pluie, qui apporte la grêle. Et quand deux puissances se disputent un territoire, la cité apprend à parler aux deux, à promettre aux deux, à prier les deux. Valérien arrive donc dans un Orient où la loyauté est une matière molle, où l'on applaudit l'empereur, mais où l'on garde une porte de sortie, où l'on frappe monnaie à son effigie, mais où l'on cache de l'or au cas où l'on jure, mais où l'on attend. Et Chapour, lui, avance avec une autre assurance. Il a une cavalerie lourde, des cataphractaires, des archers montés, une capacité à manœuvrer dans des espaces ouverts, à frapper vite, à se retirer, à revenir. Il a aussi une stratégie, prendre des places, déstabiliser, forcer Rome à courir. Et quand Rome court, Rome s'épuise. Le théâtre syrien et mésopotamien est cruel pour une armée romaine. Les distances sont longues, l'eau est rare par endroits, les plaines exposent, les villes fortifiées deviennent des îlots. On ne gagne pas seulement par la bataille. On gagne par le ravitaillement, par les convois, par les dépôts, par la capacité à tenir une ligne de communication. Et c'est là que l'Empire, en crise, souffre. La circulation est malade. Chaque sac de blé doit être trouvé, acheté, réquisitionné, transporté. Chaque amphore de vin doit être protégé. Chaque troupeau doit être conduit. Et chaque convoi est une tentation pour des pillards, pour des déserteurs, pour des ennemis. La guerre ici n'est pas seulement un choc de boucliers, c'est une guerre de route. Valérien, en Orient, doit aussi composer avec les pouvoirs locaux, avec les cités grecques, avec les élites syriennes, avec les royaumes clients, avec Palmyre qui monte, cette ville caravane qui sait parler aux Perses et aux Romains, qui sait compter, qui sait négocier, qui sait se rendre indispensable. Palmyre, avec ses colonnes dans le désert, ses marchands, ses cavaliers, ses réseaux, devient un acteur, pas encore un rival ouvert, mais déjà une force qu'on ne peut pas ignorer. Quand l'État central faiblit, les périphéries efficaces prennent de la place. Et Valérien, aristocrate romain, doit accepter cette réalité. Il ne peut pas tout faire seul. Il doit déléguer, il doit s'appuyer, il doit promettre, il doit flatter, il doit donner des titres, des commandements, des honneurs. La main qui donne, encore. La main qui achète du temps, on le voit dans les sources, comme un empereur qui se déplace, qui installe son quartier général, qui reçoit des rapports, qui envoie des ordres. On le devine dans les monnaies, dans les titulatures, dans les proclamations de victoire qui précèdent parfois la victoire réelle. Parce que la propagande à ce stade n'est pas un luxe, c'est une béquille. Il faut maintenir le moral. Il faut maintenir l'idée que Rome contrôle, mais l'Orient ne se laisse pas contrôler par des mots. Les années 259 et 260 approchent comme une marée. Chapour a déjà montré qu'il peut pénétrer profondément. Il a déjà pris des villes. Il a déjà humilié. Et Valérien, maintenant, doit obtenir un résultat, pas un petit succès. Un résultat qui se voit, un résultat qui se raconte, un résultat qui se grave. Alors l'armée romaine se concentre. Elle se concentre autour d'un point qui devient, presque malgré lui, un aimant stratégique, Édesse. Une ville de haute Mésopotamie, carrefour, place forte, zone de contact entre mondes. Édesse, ce n'est pas seulement une ville, c'est une position, un nœud, un endroit où l'on peut tenir, où l'on peut ravitailler, où l'on peut espérer arrêter l'ennemi. Mais concentrer une armée dans ces années-là, c'est aussi concentrer la maladie, c'est concentrer la pénurie, c'est concentrer la fatigue. Les tentes se multiplient, les feux de camp dessinent la nuit, les latrines débordent, l'eau est sollicitée, les marchés improvisés autour du camp voient les prix grimper, les paysans des environs cachent leurs réserves, les soldats, quand la solde tarde, deviennent nerveux. Les officiers, quand les ordres se contredisent, deviennent prudents, et la prudence en guerre ressemble vite à la peur. On imagine les mains qui comptent les rations, les mains qui distribuent le pain, les mains qui tiennent les tablettes de cire où l'on note les effectifs, les mains qui tremblent un peu quand la fièvre monte, les mains qui serrent la hampe d'une lance en se demandant si demain on sera encore vivant. Valérien, dans ce camp, est à la fois le centre et le prisonnier. Le centre parce que tout converge vers lui, les demandes, les plaintes, les décisions. Le prisonnier parce qu'il ne peut pas partir sans que tout s'effondre. Il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas se permettre d'être faible. Il doit être vu. Il doit être l'empereur. Et l'empereur, dans la tradition romaine, est aussi celui qui peut négocier. Rome a toujours négocié. Rome a toujours su acheter la paix, gagner du temps, diviser l'ennemi, jouer des alliances. La diplomatie n'est pas une honte.
c'est un outil, mais ici la diplomatie devient un terrain glissant parce que Shapur comprend la valeur d'un empereur vivant. Il comprend qu'un empereur, ce n'est pas seulement un chef militaire, c'est un symbole ambulant, un symbole qui, s'il est capturé, vaut plus qu'une ville. Alors les échanges, les ambassades, les messages prennent une couleur inquiétante. On parle de pourparlers, on parle de rançon, on parle de conditions, on parle de trêve. Et dans le camp romain, ces mots peuvent être entendus de deux manières, comme une sagesse ou comme un aveu de faiblesse. Car l'armée romaine, surtout dans cette époque, est une bête sensible à l'odeur de la faiblesse. Elle a vu des empereurs tomber, elle a vu des généraux se faire acclamer, elle sait que le pouvoir peut changer de main vite. Et quand l'empereur parle de négocier, certains entendent, il n'est pas sûr de gagner. Et pourtant, gagner n'est pas simple. Shapur n'offre pas une bataille rangée à la romaine, avec des lignes bien nettes, des signaux, des manœuvres lisibles. Il frappe, il harcèle, il coupe, il joue avec l'espace, il joue avec le temps. Il sait que l'armée romaine, lourde, dépendante de ses convois, souffre quand elle est immobilisée, et l'immobilité autour d'Édesse devient un poison, parce que l'attente use plus que la marche. L'attente laisse la maladie travailler. L'attente laisse les rumeurs enfler, l'attente laisse les vivres diminuer, l'attente transforme chaque décision en pari. On peut presque sentir la texture de ces jours. Le soleil qui tape sur les casques, la poussière qui s'infiltre dans la bouche, la eau tiède qu'on boit en faisant la grimace, les mouches, les tissus qui collent à la peau, et la nuit, le froid qui surprend, les gardes qui grelottent, les bruits lointains, les chiens qui aboient, les sentinelles qui scrutent, l'obscurité en se demandant si l'ennemi est déjà là. Dans ce contexte, la tentation est grande de forcer la décision, de sortir, de frapper, de provoquer la bataille qui mettra fin à l'attente. Et Valérien, qui a besoin d'un résultat, qui a besoin de montrer que Rome n'est pas acculée, peut être poussé vers cette décision par ses officiers, par ses soldats, par la logique même de l'honneur romain qui supporte mal l'idée d'être enfermé, assiégé, contenu. Mais l'ennemi, lui, attend ce moment. Il attend que Rome se découvre. Il attend que Rome sorte de sa position. Il attend que Rome s'étire, que ses lignes se fragilisent, que ses unités se dispersent. Il attend que la maladie ait fait son œuvre. Il attend que la faim ait rendu les hommes impatients. Et puis il y a cette autre dimension plus sourde. L'Empire, pendant que Valérien est là, continue de se fissurer ailleurs. Les nouvelles arrivent comme des coups de couteau. Une province qui se plaint, une garnison qui manque de soldes, un commandant qui hésite, un usurpateur potentiel qui se prépare. Chaque message est une distraction. Chaque distraction est une faiblesse. Et l'Orient, lui, ne pardonne pas la distraction. Valérien est donc pris entre deux nécessités contradictoires. Rester assez longtemps pour stabiliser, mais frapper assez vite pour ne pas s'épuiser. Tenir une position, mais ne pas se laisser enfermer. Négocier, mais ne pas paraître négocier. Être prudent, mais ne pas paraître prudent. La vieille grammaire du pouvoir romain, la patience, la supériorité logistique, la capacité à absorber les pertes, ne fonctionnent plus comme avant. Parce que l'Empire n'a plus la même réserve. Parce que la monnaie est malade. Parce que les routes sont dangereuses. Parce que les hommes manquent. Parce que la peste rôde. Parce que les frontières sont multiples. Parce que l'autorité est contestée partout. Et c'est là que l'Orient devient un piège parfait. Il exige une concentration de ressources au moment même où l'Empire ne peut plus se permettre de concentrer. Autour d'Édesse, la situation se tend. Les Perses sont là. Les Romains sont là. Les escarmouches, les mouvements, les tentatives de ravitaillement, les sorties, les retours, tout cela compose une guerre nerveuse. Et dans cette guerre, la moindre erreur coûte cher. Un convoi perdu, c'est des jours de ration en moins. Une unité isolée, c'est une brèche. Une rumeur de trahison, c'est une panique. On parle aussi, dans les traditions ultérieures, de négociations qui tournent mal, d'une rencontre, d'une promesse de pourparler, d'un empereur qui se rendrait ou qui s'avancerait pour discuter et qui serait saisi. Les détails varient selon les récits, parce que l'événement est trop énorme pour ne pas être raconté de 1000 façons. Les Romains ont besoin d'expliquer l'inexplicable. Les Perses ont besoin de magnifier. Les chrétiens, plus tard, auront besoin de moraliser. Et au milieu, il y a une réalité brute. L'armée romaine, éprouvée, est battue, et l'empereur est pris. Mais avant la prise, il y a la sensation de l'étau. La sensation que l'espace se rétrécit, que les options diminuent, que chaque décision est mauvaise, et que l'on choisit seulement la moins mauvaise. La sensation que l'on n'est plus celui qui impose le rythme, mais celui qui le subit. Valérien, qui a passé sa vie à croire à la force des formes, se retrouve dans un monde où la forme suprême, l'empereur en personne, devient une vulnérabilité,
Parce que l'empereur ne peut pas être remplacé facilement. Parce que l'empereur, s'il tombe, entraîne avec lui une partie de l'ordre symbolique. Parce que l'empereur, s'il est capturé vivant, offre à l'ennemi une victoire qui dépasse la bataille. Et Chapour le sait. Il sait que Rome peut perdre une légion et enlever une autre. Il sait que Rome peut perdre une ville et la reprendre. Mais il sait aussi que Rome ne peut pas perdre son empereur comme on perd un fortin. Un empereur capturé, c'est une image qui traverse les frontières plus vite que n'importe quelle armée. Dans le camp romain, on continue pourtant à faire ce que l'on fait toujours. On prête serment, on distribue des ordres, on frappe, peut-être encore monnaie, on écrit des lettres, on tient des conseils. Les mains s'agitent, les mains travaillent. Les mains tentent de maintenir la routine de l'autorité, mais la routine ici est un masque. Et puis il y a ce détail presque cruel. L'empereur, même en campagne, reste un empereur. Il est entouré, il est protégé, il a une garde, il a des officiers, il a un cérémonial, même réduit. On ne s'approche pas de lui comme d'un simple général. On s'incline, on attend, on parle selon des formules, on présente des pétitions, on reçoit des réponses. Tout cela continue, même quand la situation militaire se dégrade, parce que c'est précisément ce qui distingue Rome de la panique. La capacité à maintenir la forme, mais la forme, quand elle est trop rigide, peut empêcher de voir la réalité. Elle peut retarder une retraite. Elle peut rendre une décision plus lente. Elle peut pousser à une démonstration d'honneur au mauvais moment. Elle peut faire croire que l'on contrôle encore, alors que l'on est déjà pris dans la main de l'autre. Et l'Orient, lui, est une main immense, sèche, patiente, qui se referme. On arrive ainsi à ce seuil invisible où la campagne cesse d'être une campagne et devient une catastrophe en gestation. Les soldats sentent que quelque chose ne va pas, même s'ils ne peuvent pas le formuler. Les officiers deviennent plus durs, plus silencieux. Les punitions tombent plus vite. Les désertions augmentent. Les prières se multiplient. Les sacrifices aussi, peut-être dans l'esprit de ceux qui croient encore que les dieux peuvent être apaisés par un geste exact, par une main qui verse le vin, par une main qui jette l'encens. Et Valérien, au milieu, porte une contradiction qui le ronge. Il veut restaurer l'ordre, mais il est obligé de jouer une partie où l'ordre n'est plus la règle. Il veut être l'empereur des institutions, mais il est devenu l'empereur des urgences. Il veut être le garant de la dignitas romaine, mais il se retrouve à devoir choisir entre des options indignes, reculer, payer, négocier, risquer. L'Orient ne lui laisse pas le temps de redevenir ce qu'il était. Il le force à être autre chose. Un homme qui décide dans la poussière, avec des informations incomplètes, avec des troupes malades, avec un empire qui se fissure derrière lui. Et pendant que l'armée romaine s'épuise autour d'Édesse, Chapour prépare déjà la suite, pas seulement la victoire militaire, la victoire narrative, la victoire sculptée, la victoire qui dira au monde « Le roi des rois a pris l'empereur des Romains ». Rome, depuis des siècles, a l'habitude de saisir des rois, de les exhiber, de les faire marcher dans des triomphes, de les transformer en accessoires de sa grandeur. Elle a l'habitude de tenir des mains étrangères dans les siennes, de les forcer à prêter serment, de les forcer à plier. Et voilà que, dans cette plaine orientale, dans cette zone de ville et de route, dans cette chaleur et cette poussière, la logique se retourne, la main qui devait tenir l'Orient commence à trembler, et l'Orient, lui, ne tremble pas. Il attend, il serre, il sait que l'Empire romain, cette fois, n'a pas assez de marge pour absorber le choc qui vient, parce que le choc ne sera pas seulement une défaite, ce sera une prise, une saisie, un geste simple, brutal, définitif, des mains étrangères qui se referment sur les mains de l'empereur. Le moment où un empereur est pris vivant ne ressemble pas à une scène de théâtre. Il n'y a pas de rideau qui tombe, pas de silence parfait, pas de phrase finale qu'on retient. Il y a du bruit, des ordres qui se contredisent, des hommes qui courent, des chevaux qui glissent dans la poussière, des blessés qu'on traîne par les épaules, et au milieu de ce chaos, une chose qui ne devrait pas arriver, les mains de l'empereur. Édesse ou ses environs, au printemps ou au début de l'été 260, c'est une région où l'air peut être sec et coupant le matin, puis lourd à midi, comme si la chaleur avait une masse. Les Romains sont là depuis trop longtemps. On le sent dans les détails, les sandales usées, les courroies rafistolées, les tentes rapiécées, les visages creusés. On le sent surtout dans la discipline, cette discipline romaine qui, quand elle est fraîche, est une mécanique, et quand elle est épuisée, devient une posture. On continue de faire l'appel, on continue de monter la garde. On continue de parler de lignes, de réserves, de sorties, mais les réserves, ce sont des sacs de grains qui diminuent. Les lignes, ce sont des routes où les convois n'arrivent plus. Et les sorties, ce sont des hommes qui reviennent moins nombreux qu'ils ne sont partis. La maladie, elle, ne respecte pas les enseignes. Elle passe de tente en tente, de gourde en gourde, de main en main.
La fameuse peste du siècle, qu'on appelle parfois peste de Cyprien, parce qu'un évêque de Carthage en a laissé une description saisissante, n'est pas forcément la seule responsable, mais l'époque est saturée de fièvre, de dysenterie, de toux qui se transforment en suffocation, dans un camp concentré près d'une ville, avec une eau disputée, avec des latrines improvisées, avec des mouches, avec des cadavres, d'animaux, la guerre devient un incubateur. Et quand l'armée tombe malade, l'Empire tombe malade. Valérien, lui, est là, pas dans une abstraction de marbre, pas sur une monnaie brillante, mais dans un camp qui sent le cuir et la sueur. Il est vieux ou du moins âgé pour ce métier-là. Il a l'âge où l'on connaît trop bien les règles et où l'on souffre davantage quand elles cessent de fonctionner. Il a aussi cette idée romaine, presque religieuse. La présence impériale est un remède. On vient, on voit, on ordonne, et l'ordre revient. Sauf qu'ici, la présence impériale attire tout. Les attentes, les reproches, les peurs. Et surtout, l'attention de l'ennemi. Chapourinier n'est pas un chef de raid. C'est un souverain qui pense en roi des rois. Il a des cataphractaires, ces cavaliers cuirassés qui ressemblent à des statues de métal en mouvement. Il a des archers montés qui peuvent harceler, se retirer, revenir, comme une pluie qui choisit ses moments. Il a des ingénieurs, des capacités de siège, une administration qui sait absorber des villes prises, et une politique de déportation qui transforme la victoire en investissement. On prend des artisans, des maçons, des verriers, des forgerons, on les installe en mine et en mine. Perses ont fait travailler leurs mains pour un autre monde, et il a surtout une compréhension aiguë de la valeur d'un symbole. Un empereur romain vivant capturé, c'est plus qu'une victoire, c'est un renversement cosmique. Les récits romains, plus tard, chercheront à expliquer, à atténuer, à déplacer la faute. On dira, ce n'est pas une défaite, c'est une trahison. On dira, ce n'est pas une bataille perdue, c'est une ruse. On dira, l'empereur a été attiré sous prétexte de négociation, puis saisi. Lactance, écrivain chrétien du début du IVe siècle, racontera que Valérien, venu discuter, aurait été capturé par perfidie. D'autres traditions parleront d'une armée encerclée, épuisée, contrainte. Les versions divergent parce que l'événement est trop énorme pour rester nu. Chacun veut lui mettre un vêtement qui lui convient. Mais la nudité du fait, elle, est brutale. Valérien est capturé par les Perses après l'épisode d'Édesse, capturé vivant. Et cela, Rome ne l'a pas prévu. On peut imaginer l'instant non pas comme une scène isolée, mais comme une suite de petites ruptures. D'abord, un ordre qui arrive trop tard. Ensuite, une unité qui ne tient pas. Puis un convoi qui n'entre pas dans le camp. Puis une sortie qui tourne mal. Puis des hommes qui commencent à regarder derrière eux plus souvent que devant. Puis la rumeur, les Perses sont partout. Puis la certitude, ils nous coupent. Et dans cette certitude, la tentation de parler. Parler à l'ennemi, gagner du temps, acheter une trêve, obtenir un passage, sauver l'armée, sauver l'empereur. La diplomatie à Rome n'est pas honteuse. Elle est ancienne, elle est pratique. Mais elle a une condition. Elle suppose que l'on négocie d'égal à égal, ou du moins que l'on puisse faire croire à cette égalité. Or, autour d'Édesse, l'égalité est une fiction. Les Romains sont fatigués, malades, affamés. Les Perses ont l'initiative. Et Chapour sait que dans une négociation, la chose la plus précieuse n'est pas l'or, ni même une ville. C'est la personne de l'empereur. Alors, quand Valérien se retrouve dans les mains perses, par ruse, par contrainte, par effondrement militaire, peu importe la mécanique. Exact, l'histoire bascule. Parce que l'empereur romain n'est pas censé être un prisonnier, il est censé être celui qui prend des prisonniers. Il est censé être celui qui reçoit des rois vaincus, qui les fait attendre, qui les fait plier, qui les fait marcher dans un triomphe. Il est censé être la main qui saisit, pas la main saisie. Et là, soudain, ce sont d'autres mains qui se referment. On imagine la scène avec une précision presque douloureuse. Les gardes impériaux qui ne savent pas s'ils doivent mourir sur place, ou reculer pour sauver ce qui peut l'être. Les officiers qui comprennent que la chaîne de commandement vient de se briser. Les soldats qui voient, de loin, un mouvement, une agitation, et qui ne comprennent pas encore que ce mouvement est la fin. On imagine Valérien entouré peut-être de quelques proches, avec cette dignité romaine qui est à la fois une armure et une prison. On imagine son visage, pas forcément terrorisé, mais figé dans une sorte d'incrédulité, parce que l'incrédulité est souvent la première réaction quand l'impensable arrive. Et puis, très vite, l'impensable devient une nouvelle réalité administrative. Un empereur capturé, ce n'est pas seulement un drame, c'est un problème de gouvernement. Qui commande? Qui signe? Qui donne la solde? Qui répond aux provinces? Qui répond aux armées? Qui répond aux dieux même, dans l'imaginaire romain, puisque l'empereur est aussi pontifex, garant d'un ordre sacré?
La nouvelle traverse l'Empire comme une onde de choc, pas par un seul messager héroïque, mais par des rumeurs, des lettres, des rapports, des marchands, des soldats en fuite, des fonctionnaires qui écrivent à demi-mot, et partout la même réaction, un mélange de stupeur et de calcul, car l'Empire du IIIe siècle est un empire où l'on calcule vite. Les gouverneurs, les commandants, les notables des cités, tous ont appris que le centre peut vaciller, que l'empereur peut mourir, qu'un autre peut être proclamé, que la loyauté est une monnaie qui se dévalue si on la place au mauvais moment. Galien, à l'ouest, se retrouve seul empereur. Il l'était déjà en titre, associé depuis 253, mais l'association, tant que le père vit, a une autre couleur. Elle est un partage. Maintenant, c'est une charge totale. Et cette charge arrive au pire moment, parce que la capture de Valérien n'est pas un accident isolé. Elle déclenche, accélère, légitime des ruptures. En Occident, l'Empire gaulois se forme autour de Postumus, qui se présente comme protecteur des provinces du Rhin et de la Gaule, comme un homme capable de faire ce que Rome ne fait plus, défendre. En Orient, des pouvoirs locaux prennent une importance énorme. Palmyre, déjà indispensable, devient un pivot. Odenatus, notable palmyrénien, se pose en défenseur de la région contre les Perses, et de fait remplit un vide. L'Empire romain, qui se voulait une unité, se met à fonctionner comme un ensemble de réponses régionales à une crise centrale, et au cœur de cette crise, il y a un homme en captivité. Valérien, prisonnier en Perse, devient un objet politique, un trophée vivant. Chapour ne se contente pas de dire qu'il a vaincu, il montre, il grave, il sculpte. À Nakhché-Rostam, près des tombes achéménides, un relief célèbre représente le roi sassanide à cheval, dominant des empereurs romains. On y voit un Romain debout, dans une posture de supplication ou de soumission, et un autre à genoux. L'identification exacte des figures a été discutée, mais l'intention est claire. La Perse s'inscrit dans la pierre comme l'égale, voire la supérieure, de Rome. Et si Valérien est bien celui qui est saisi, alors l'image devient une déclaration universelle. Le roi des rois tient l'empereur des Romains. La propagande sassanide est une propagande de souveraineté. Elle ne parle pas seulement aux Perses. Elle parle au peuple de la frontière, aux cités syriennes, au royaume client, à tous ceux qui hésitent. Elle dit « Regardez, Rome peut être humiliée, Rome peut être prise, Rome n'est pas invincible. » Et Rome, de son côté, ne peut pas répondre par un triomphe. Elle ne peut pas faire défiler Chapour enchaîné. Elle ne peut pas effacer l'image. Alors elle fait ce que font les sociétés blessées. Elle raconte autrement. Elle déplace. Elle transforme. Les auteurs chrétiens, eux, voient dans la fin de Valérien une justice, parce que Valérien, en 257 et 258, a signé des édits de persécution, des textes qui visent d'abord le clergé, puis élargissent la répression, interdiction des assemblées, sanctions contre les évêques, les prêtres, les diacres, confiscation, exil, exécution de figures importantes comme Cyprien de Carthage ou Sixte II à Rome. Dans cette lecture chrétienne, l'empereur qui a voulu briser l'Église est brisé à son tour, la main qui a signé les édits est saisie, la main qui a ordonné est retenue, Lactance, encore lui, ira plus loin, jusqu'à la cruauté narrative. Il décrira Valérien humilié, utilisé comme marchepied par Chapour, pour monter à cheval, puis écorché après sa mort, sa peau tannée et exposée. Cette image a une puissance terrible, et elle a circulé pendant des siècles, parce qu'elle satisfait un besoin de morale et de vengeance symbolique, mais elle est aussi suspecte, parce qu'elle ressemble à une fable exemplaire, à une punition trop parfaite pour être un simple fait. Les sources perses ne la confirment pas, et l'historiographie moderne la traite avec prudence. Ce qui est sûr, c'est que Valérien meurt en captivité en Perse. La date exacte n'est pas connue avec précision, mais il ne revient pas. Il ne revoit pas Rome. Il ne revoit pas le Sénat. Il ne revoit pas ces lieux où la dignitas se mesure en regard, en geste, en précédence. Il meurt loin dans un monde où la langue n'est pas la sienne, où les rites ne sont pas les siens, où son titre, Augustus, n'a plus la même force performative. Il meurt comme un prisonnier, et cela, pour Rome, est une blessure qui ne se referme pas facilement, parce que l'empereur, dans l'imaginaire romain, est plus qu'un homme. Il est la garantie que le monde tient. Quand l'empereur est capturé, c'est comme si l'axe se déplaçait. Les provinces se demandent qui protège, les armées se demandent qui paie, les notables se demandent à qui écrire, les ennemis se demandent jusqu'où peut-on aller. La capture de Valérien n'est pas seulement une humiliation, c'est un signal. Et les signaux dans un empire en crise sont des accélérateurs. On voit alors se multiplier les usurpations, les proclamations, les autonomies.
Non pas parce que tout le monde devient soudain fou, mais parce que le système romain, déjà fragilisé, perd un de ses mécanismes de stabilisation, l'idée que, quoi qu'il arrive, l'empereur reste hors d'atteinte. Cette idée était une fiction utile, elle permettait de croire que l'État, même malmené, avait un centre intangible. En 260, ce centre est pris, Galien doit gérer l'impossible. Il doit tenir l'Italie, répondre aux crises du Danube, contenir l'Empire gaulois, composer avec les réalités orientales où Palmyre devient indispensable, et en même temps maintenir l'idée que Rome continue. Il doit frapper monnaie, distribuer des titres, punir des révoltes, négocier avec des chefs militaires, réorganiser des commandements. Il doit faire en somme ce que Valérien voulait faire, restaurer. Mais il le fait dans un monde où la restauration ressemble à une réparation permanente. Et Valérien, pendant ce temps, devient un fantôme politique, un empereur vivant puis mort, mais dont la présence continue de peser. Tant qu'il est vivant en captivité, il est une possibilité, une rançon, un échange, une paix, une humiliation acceptée pour sauver des provinces. Et quand il meurt, il devient une mémoire, et la mémoire est un champ de bataille. Pour les Perses, il est la preuve que Shapur a surpassé Rome. Pour les Romains, il est un accident qu'on préfère expliquer par la ruse, la maladie, la fatalité, plutôt que par une simple supériorité ennemie. Pour les chrétiens, il est un exemple, l'empereur persécuteur puni. Pour les élites sénatoriales, il est aussi une tragédie de classe, un des leurs, un aristocrate attaché aux formes, broyé par un siècle qui ne respecte plus les formes. Car Valérien, au fond, incarne ce paradoxe. Il est monté au pouvoir comme un homme de l'ordre, un sénateur expérimenté, un restaurateur, et il finit comme le symbole de l'impuissance de l'ordre ancien. Il voulait que l'État se tienne par des serments, des édits, des nominations, des campagnes conduites avec méthode. Il se retrouve pris dans une conjonction où la méthode ne suffit plus. Épidémie, effondrement monétaire, pression simultanée sur plusieurs frontières, armées qui font et défont les empereurs, logistique qui craque, provinces qui apprennent à se sauver elles-mêmes. Les mains, encore. Les mains qui, en 253, ont prêté serment à Valérien. Les mains qui ont frappé des monnaies à son effigie, avec ses légendes de victoire et de salut public. Les mains qui ont signé les édits de 257 et 258, qui ont scellé des condamnations, qui ont déclenché des confiscations. Les mains qui ont tenu les rênes d'une campagne orientale, qui ont pointé sur une carte des routes, des dépôts, des villes à reprendre. Et puis, ces mêmes mains saisies, on peut presque entendre le silence particulier qui suit une nouvelle trop grande. Dans une caserne, quelque part sur le Danube, un officier lit une lettre, relève la tête et ne sait pas quoi dire. Dans une curie municipale en Gaule, un notable comprend que le centre est plus loin que jamais. Dans une église clandestine, un chrétien murmure que Dieu a jugé. Dans un palais sassanide, un scribe inscrit un titre, une victoire, un nom romain devenu trophée. Et Rome, elle, continue. Parce que Rome, même humiliée, a cette capacité étrange, survivre à ses propres catastrophes. Mais elle survit en changeant, en acceptant, parfois sans le dire, que l'ancienne grammaire du pouvoir ne suffit plus, que l'empereur doit être plus militaire, plus mobile, plus entouré de professionnels de la guerre que de sénateurs, que l'État doit se durcir, que les périphéries doivent être gérées autrement, que l'image désormais est une arme aussi dangereuse que l'épée. La capture de Valérien est un point de non-retour symbolique. Avant, on pouvait encore croire que la crise du IIIe siècle était une série de tempêtes. Après, on comprend que c'est un climat. Et dans ce climat, le nom de Valérien reste comme une cicatrice, pas seulement parce qu'il a été vaincu. Des empereurs vaincus, Rome en a connu, mais parce qu'il a été pris, vivant. Parce que, pour la première fois, l'ennemi a pu dire, sans métaphore, l'empereur de Rome est dans ma main. Et quand un empire laisse cela arriver, ce n'est pas seulement un homme qui tombe, c'est une idée qui se fissure, une idée vieille de siècles, faite de cérémonial, de discipline, de confiance dans la capacité romaine à absorber les chocs, une idée qui, en 260, se retrouve face à une réalité simple, presque primitive. La force, parfois, se mesure à la prise, à la saisie, à la main qui retient. Valérien a voulu tenir l'Empire, il a fini tenu par un autre, et autour de cette inversion, tout le reste s'organise, les sécessions, les recompositions, les propagandes, les mémoires qui s'affrontent. Rome, la grande Rome, apprend que l'humiliation peut être un fait, pas seulement une menace, et qu'un fait, quand il est gravé dans la pierre d'un relief sassanide, quand il circule dans les sermons chrétiens, quand il se chuchote dans les camps, devient une force à part entière. Une force qui ne tue pas par le fer, une force qui tue par l'image. Et l'image, ce jour-là, c'est celle d'un vieil empereur romain, entouré d'étrangers,
dont les mains ne commandent plus, ne bénissent plus, ne signent plus. Elles sont là, présentes, inutiles. Retinues.